c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici pour une double raison. L'une, c'est que j'ai enseigné ici pendant une vingtaine d'années, dans les années 70 et 80, et donc c'est une sorte de retour agréable, bien que cette partie n'ait pas existé à l'époque. C'était un peu plus primitif. Et d'autre part parce que effectivement je me suis éloigné d'une approche purement textuelle, purement intratextuelle de la littérature, et je me sentais un peu isolé pendant quelque temps, et je suis très heureux de savoir qu'il y a maintenant un centre à l'école qui se consacre à l'étude notamment des relations entre ces différents domaines. Mais je ne vais pas répondre vraiment à toutes les belles questions que vous avez formulées à l'instant, parce que cela demanderait un séminaire d'une année, et puis sans doute que c'est déjà fait par d'autres. Je vais présenter un propos assez général, une sorte d'introduction à cette thématique. Et je précise d'abord, et je m'excuse un peu, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vais dire aujourd'hui paraîtra comme des évidences. Mais je vais essayer de tirer quelques lumières de ces évidences-là. Et puis, au milieu de ça, je vais parler plus particulièrement d'un auteur dont il me semble qu'il, ou plutôt elle, n'est pas assez connu parmi nous en France. Donc je précise juste pour commencer que quand je nomme ce sujet critique et éthique, le mot éthique est ambigu en ce qu'il renvoie à la fois à la discipline, au discours, et à la pratique, à la théorie et à la pratique en même temps. Alors que critique ne renvoie qu'au discours qui est porté sur la littérature. Donc en fait, il y a deux niveaux d'articulation, littérature et morale, si vous voulez, pour prendre ce synonyme, pour moi un gros synonyme, donc dans ce contexte, même si certains auteurs les distinguent, les deux termes. Et à un autre niveau, critique, et cette fois-ci éthique, entendu au sens du type de discours qui porte là-dessus. Donc il faut commencer, me semble-t-il, par littérature et morale pour pouvoir éclairer les relations entre critique et éthique. Mais rappeler cette nécessité dictée par la nature même des faits ne nous simplifie pas la tâche. Parce que comme Jean-Charles Darmon vient de le rappeler, les discours sur les relations entre morale et littérature, ou morale et poésie, disons, ou art, sont à peu près consubstantiels à la littérature même. Et donc, c'est la quasi-totalité de la tradition, du discours sur les arts et sur la littérature en particulier qu'il faudrait envisager. Évidemment, tâche impossible dans le cadre d'un exposé comme le mien aujourd'hui. Mais néanmoins, je ne peux pas l'ignorer non plus. Donc, je vais prendre ce que Lévi-Strauss appelait je vais essayer d'adopter ce que Lévi-Strauss appelait le regard éloigné, c'est-à-dire regarder les choses de très loin, un peu comme vue d'avion. Il paraît que vue d'avion, on découvre des tracés d'anciennes forteresses qu'on ne découvre pas du tout quand on se trouve sur place, parce que de près on voit le détail, mais on ne voit pas le dessin. Bien, c'est pour cette raison que je vais faire une sorte en introduction, je vais faire une sorte de survol extrêmement rapide et un peu cavalier de l'histoire des discours sur littérature et morale pour nous faire révéler quelques articulations majeures. Alors, pour commencer, je dirais que depuis les origines grecques jusqu'à l'époque des Lumières, la réflexion sur l'art et la poésie
suit grosso modo une même voie, c'est-à-dire que d'une part on affirme la nécessité et la dignité de la morale, le respect pour le vertu et la condamnation des vices, et que d'autre part, pour ce qui concerne la poésie et l'art, on les juge ou bien entièrement futiles et donc indignes de tout éloge, ou bien acceptables, mais à condition de se soumettre aux injonctions venues de la morale. Même si on peut trouver ici ou là des voix discordantes, cette version, disons très sommairement pour l'instant, des rapports entre art et morale, accueille l'assentiment de l'immense majorité des auteurs. Pour cette raison, je pense qu'on peut s'y référer comme à la théorie classique. Dans cette optique, l'orientation d'une critique éthique, comme on dit aujourd'hui, ethical criticism, une critique éthique va de soi. Cette critique aurait à mesurer les qualités de chaque œuvre à l'aune des principes éthiques en vigueur dans la société contemporaine. Je ne vais pas vraiment illustrer cette vision longuement, je ne vais pas vous rappeler ce que Platon en dit dans la République, mais je voudrais vous citer quelques formules qui se trouvent dans les lois du même Platon, parce qu'elles sont un peu moins souvent citées et qu'elles sont de ce fait plus savoureuses. Cette fois-ci, Platon ne souhaite pas l'expulsion des poètes et artistes, mais leur soumission à des éducateurs qu'ils définissent le contenu de leurs œuvres et l'usage qui va en être fait. Le porte-parole de Platon dit « Le poète ne devra rien composer qui s'écarte des règles de conduite en honneur dans la cité, qui s'écarte de ce qui, selon ces règles, est juste ou beau ou bon. Et d'autre part, il ne sera permis à aucun particulier de faire connaître au public les compositions déjà faites avant qu'elles aient été montrées à ceux-là même qui ont été désignés comme juges en ces matières, ainsi qu'aux gardiens des lois, et qu'elle leur ait donné satisfaction. » Donc on voit là qu'il y a déjà des institutions prévues dans cette conception, c'est-à-dire même il s'agit d'un comité de censure, d'une part, qui examine les œuvres, et même d'une sorte de police politique. Aucun choix n'est laissé de ce point de vue au poète. Si le législateur ne le convainc pas, il l'y contraindra, dit Platon, et il précise jusqu'au contenu des œuvres, les poètes, vous les forcez à dire que l'homme qui est bon, sage et juste a bonheur et béatitude. Les successeurs de Platon sont beaucoup moins sévères, mais ils ne mettent pas en question pour autant ce cadre général. La formule destinée à jouir du plus grand succès, vous le savez, est celle d'Horace, instruire et plaire, joindre l'utile et le charmant, mais ce sont des termes commodément vagues avec lesquels on peut toujours s'arranger. Avec l'avènement du christianisme, la poésie, de nouveau, quand on en parle et qu'on ne la condamne pas globalement, elle est appréciée comme un instrument d'éducation morale. À la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, on maintiendra ce même point de vue. De même, à l'époque du classicisme français, Molière, La Fontaine, Racine, Boileau, tous abondent dans le même sens. Même si la doctrine est de plus en plus souvent contestée au XVIIIe siècle, elle trouve encore de nombreux défenseurs, dont Diderot est peut-être l'un des derniers grands. Son exigence couvre tous les genres littéraires. Ainsi, l'objectif des drames est-il d'inspirer aux hommes l'amour de la vertu, l'horreur du vice, alors que les romans doivent devenir des ouvrages qui élèvent l'esprit, qui respirent partout l'amour du bien. Et il en va de même finalement pour la peinture ou la sculpture,
Et je cite encore, « Rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, voilà le projet de tout honnête homme qui prend la plume, le pinceau ou le ciseau. » Face à ce consensus massif, qu'on soupçonne évidemment parfois de n'être que de façade et derrière lequel on peut faire ce qu'on veut, on trouve aussi quelques voix discordantes. Leur message consiste à dire que la poésie doit certes continuer à plaire et à charmer, mais qu'elle se prête mal à l'instruction, mais que ce n'est pas une raison de la bannir de la cité. Procurer du plaisir est considéré comme une pratique digne de respect. C'est donc des conceptions hédonistes, en gros, de la poésie. Ainsi, déjà, Castelvetro, la poésie n'a été inventée que pour le plaisir et la distraction. Malherbe, formule célèbre entre toutes, un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles. Ou Corneille, un peu plus tard, pourvu qu'ils aient trouvé le moyen de plaire, ils sont quittes envers leur art. De telles formules ne sont pas seulement minoritaires, elles maintiennent en fait le cadre conceptuel classique en renonçant simplement à revendiquer un rôle moral pour la poésie. Cependant, une véritable révolution s'opère au XVIIIe siècle. Pour le dire en une phrase, elle consiste à rejeter toute soumission de l'art à la morale, non parce qu'il la servirait mal, mais parce qu'il a une autre destination. Et on pourrait dire dans un premier temps que cette destination, c'est incarner la beauté. Or le beau, et c'est une innovation, non seulement n'exige pas la soumission à une instance morale extérieure, mais se définit précisément par l'absence de toute utilité de ce type. On voit aussitôt la différence par rapport aux visions hédonistes que je mentionnais à l'instant. On ne dit plus que l'art ne peut pas servir la morale, mais qu'il ne doit pas la servir s'il veut seulement être art. Cette révolution ne trouve pas son origine dans la réflexion sur les arts ou la littérature, elle est plutôt l'effet de cette immense mutation à la fois idéologique et sociale qui se produit à cette époque, mutation que désignent des termes comme sécularisation ou démocratisation. Ce qui est mis alors en question est la place hiérarchique dominante tenue par le discours religieux, fournissant à la vie publique son fondement et son étalon. Comme disent mes collègues philosophes, l'hétéronomie, c'est-à-dire la loi venue d'ailleurs, doit être remplacée par l'autonomie. Progressivement vont échapper au contrôle de la religion le domaine de la connaissance, autonomie de la science, celui de la morale, qui doit se trouver des justifications humaines et non plus religieuses, divines, celui du pouvoir politique, la souveraineté du peuple va redevenir d'actualité. Le bouleversement s'accompagne dans le domaine artistique d'un changement socio-économique, mais qui s'inscrit dans la même logique d'ébranlement des hiérarchies, alors que dans le passé, les artistes dépendaient avant tout de leurs commanditaires, des mécènes, qui étaient pour l'essentiel la cour royale, les nobles, la haute hiérarchie de l'Église. Désormais, les artistes créent pour le public. Le succès d'une œuvre dépend des spectateurs qui vont au théâtre, des amateurs qui achètent de petits tableaux amusants ou suggestifs ou flatteurs pour eux, ou qui commandent leurs portraits aussi, et puis des lecteurs de livres qui achètent des livres. Le marché, certes, exerce sa propre tyrannie, nous le savons bien aujourd'hui, mais cette tyrannie n'a pas un contenu moral. On pourrait décrire les étapes, et on l'a fait évidemment dans de nombreux ouvrages, les étapes de ce renversement majeur qui caractérise l'histoire de la réflexion sur la poésie en Occident.
là non plus je ne vais pas le faire, mais je voudrais isoler un ou deux moments particulièrement suggestifs. Comme l'a montré un historien des idées dans ce domaine, qui s'appelle Mike Abrams, les premiers pas dans cette direction semblent avoir été accomplis par Shaftesbury au tout début du XVIIIe siècle. C'est lui qui serait responsable de la transposition de l'idée chrétienne de Dieu en une idée profane de beauté. Transposition peu choquante dans la mesure où pour cet auteur, pour Shaftesbury, le vrai, le bien et le beau sont nécessairement solidaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Saint Augustin a divisé les actions humaines en deux groupes aux dimensions fort inégales. De tout objet sur Terre, on peut dire qu'on peut en user en vue d'atteindre un objectif autre que lui. De Dieu seul, il est seul dans sa catégorie, on ne peut que jouir. Dieu est un but ultime qui ne sert, lui, à rien. Eh bien, Shaftesbury aura d'autant plus de facilité à transposer cette définition de la divinité dans le monde profane qu'Augustin lui-même avait, 1300 ans plus tôt, traduit la définition platonicienne du souverain bien en description de l'attitude qu'on doit adopter envers Dieu. Platon décrivait le souverain bien comme ce qui ne sert à rien d'autre au-delà de lui. Augustin va donner ses attributs, si on peut dire, à la divinité. Quant à Shaftesbury, lui, il décrira ainsi le beau dans ces mêmes termes, et donc la perception de belles œuvres d'art comme une action où, écrit-il, il n'y a aucune possession, aucune réjouissance ou récompense, mais uniquement vision et admiration. Le nom qu'il donne à cette attitude désintéressée, et c'est le terme qui comptera à partir de lui, est la contemplation. La contemplation, c'est une perception désintéressée. L'œuvre d'art suscite donc une attitude d'amour semblable à celle qu'on assume, selon les anciens, dans l'amitié, lorsqu'on apprécie ses amis sans aucun profit à en tirer, qu'on les aime autrement dit pour eux-mêmes et non pour soi. Ou, selon les auteurs chrétiens, dans ce qu'on appelle le pur amour que l'on doit porter à Dieu. C'est-à-dire qu'on aime Dieu pour lui-même et non pas pour les services qu'il pourrait éventuellement nous rendre. Par exemple, faire pleuvoir parce que je l'ai prié de multiplier les nuages. Ce type d'amour, poursuit Shaftesbury, vise à ce qu'on appelle le désintéressement, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour lui-même ou de la vertu pour elle-même. La grande caractéristique du jugement esthétique sera, c'est un jugement désintéressé. Loin de considérer la contemplation esthétique comme une activité inférieure devant nous conduire au bien qui se situe au-delà, donc soumise à la morale, Shaftesbury l'assimile à ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire à Dieu, précisément parce que le beau, comme Dieu, est impropre à servir quelque autre but que ce soit, trouve sa justification en soi. Je traverse rapidement le XVIIIe siècle où chaque auteur apporte une transformation de ce point de vue pour arriver à un dernier auteur qui a le mérite de ne pas être trop connu. C'est Carl Philipp Moritz, auteur marginal par certains côtés, mais tout à fait prophétique par d'autres, qui écrit donc dans les dernières décennies du siècle en Allemagne, et dont l'un des premiers écrits est une tentative pour unifier tous les beaux-arts sous ce qu'il appelle le concept d'achever en soi, en sich vollendete.
C'est un véritable manifeste. Moritz ne se contente pas de rejeter l'utilité comme but de l'art, il prend grand soin à se distinguer de ceux qui, comme Castelvettre ou Corneille, que je mentionnais tout à l'heure en passant, considéraient que le but de l'art est de plaire. Mais non, parce que le plaire, c'est déjà quelque chose qui est extérieur. C'est déjà un but vers que l'art serait censé servir. Or, il ne doit surtout pas servir, parce que le beau, c'est ce qui ne sert pas. Le beau pur, comme le pur amour, et comme l'amour de Dieu, et comme Dieu lui-même, trouve sa justification en lui-même, et non pas dans la satisfaction qu'en tirent les consommateurs. Je cite, « Le plaisir du beau doit nécessairement se rapprocher toujours plus de l'amour désintéressé, s'il lui faut être authentique. » Moritz est un piétiste, c'est ses convictions religieuses qu'il transpose directement dans sa conception de l'art. Non seulement l'art ne doit pas être utile, il se définit par le refus de l'utilité. Il est ce qui est achevé en soi, qui donc n'a besoin de rien d'autre. L'absence d'une fin externe, ajoute Moritz, est compensée par ce que Moritz appelle la finalité interne, c'est-à-dire un agencement des éléments des œuvres tels que nous percevions chacun d'entre eux comme absolument nécessaire, contribuant à la construction de ce tout achevé en soi, qu'est l'œuvre d'art. Un nouveau dogme remplace donc le dogme classique, appelons-le moderne pour aller vite. On n'a pas besoin de garder ces termes, c'est juste pour nous y référer. Il sera adopté par les premiers théoriciens du romantisme, c'est-à-dire les frères Schlegel et Novalis, passera de leurs écrits en Angleterre, en France et même aux États-Unis, où il trouvera en Edgar Allan Poe un porte-parole paroxystique de cette même doctrine, avant que ces idées ne retraversent l'Atlantique et ne trouvent en Baudelaire un traducteur et un diffuseur, un vulgarisateur éloquent, puisque Baudelaire parlera à son tour de cette hérésie de l'enseignement en affirmant que le but du poème, l'unique but du poème, est d'être et pas de servir. La poésie ne peut pas, dit une phrase célèbre, sous peine de mort ou de défaillance, s'assimiler à la science ou à la morale. Oscar Wilde, autre grand porte-parole de la doctrine de l'art pour l'art, écrira dans la préface du portrait de Dorian Gray, « Il n'existe pas de livre moral ou de livre immoral, un livre est bien écrit ou mal écrit, un point, c'est tout. Tout art est parfaitement inutile. » Je pense que, à peu de choses près, c'est la conception qui domine nos esprits aujourd'hui. Avec quelques exceptions, bien entendu, qui sont peut-être nombreuses parmi vous. Mais je pense que, en général, à la télévision, comme on dit, c'est la conception courante de l'art. Quand on dit l'art, la morale, on dit mais non, mais monsieur, vous retardez de quelques siècles. Cependant, contrairement à ce que disait le lapin à Alice dans un livre célèbre, il ne suffit pas de répéter une formule, une thèse de très nombreuses fois pour qu'elle devienne vraie. Pas plus que la théorie classique selon laquelle l'œuvre d'art devrait servir à la promotion d'une morale, le dogme moderne qui affirme que l'œuvre est autonome et même autotélique, vous comprenez ce néologisme qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire trouve sa fin en soi, cette conception ne peut que nous laisser sur notre faim. Certes, il y a des œuvres qui correspondent à la première définition, des œuvres didactiques, moralisatrices, comme il y en a qui illustrent bien la seconde, des œuvres purement ludiques, sans rapport avec le reste du monde.
Mais enfin, ce ne sont ni les unes ni les autres qui nous font aimer et respecter l'art à nous comme à une grande partie de l'humanité. Est-on vraiment obligé de choisir entre le socialisme réaliste, non, le réalisme socialiste et l'Oulipo? Non. Que les théories classiques et modernes aient pu exercer un tel magistère est évidemment quelque chose de très intéressant pour la compréhension de la pensée dominante de chacune de ces époques, mais les prendre à la lettre comme une description suffisante de l'œuvre d'art me paraît difficile. Du reste, les grands promoteurs de ce que j'ai appelé la théorie moderne éprouvent même quelques difficultés avec l'expulsion brutale de tout ce qui ne conduit pas à la contemplation du beau et réintroduisent plus ou moins subrepticement des éléments précédemment rejetés, mais sans préciser quel est leur statut. Pour Baudelaire, puisque je l'ai cité, et vous auriez pu me citer d'autres formules de Baudelaire, donc je les rappelle, ces autres formules, la poésie ne doit se soumettre certes à aucune morale, mais il entend par là une morale dictée du dehors. La raison en est que la poésie est en elle-même porteuse d'une morale supérieure. La morale officielle, dit-il, but extérieur, est à écarter. S'imposera alors ce que Baudelaire appelle la vraie morale, qui est inhérente à l'art. Dans une lettre à Ancel, tout à la fin de sa vie, il admet que Les Fleurs du Mal est un livre qui exprime ses convictions et ses sentiments, ce qui contredit ses grandes déclarations. Puis ajoute: « Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents. » Wilde lui-même, le porte-parole le plus paroxystique de ce point de vue, apporte, si on lit d'autres textes, des restrictions à ces formules radicales. L'absence d'une finalité extérieure semble finalement caractériser plus le processus de création que l'œuvre elle-même. Pendant que l'artiste crée, suggère Wilde, il ne doit surtout pas penser à quel effet exercera son œuvre, positif ou négatif, est-ce qu'elle va servir la morale ou la contredire. Il doit chercher à rendre son œuvre aussi belle que possible. Mais une fois l'œuvre produite, c'est une toute autre question. La littérature, dit-il en plus, est l'élément primordial de la vie, le moyen d'atteindre à la perfection. Mais dire que la littérature est un moyen d'atteindre à la perfection veut dire que ce n'est pas la littérature qui est la perfection, mais qu'elle se situe en l'être humain et qu'elle est un moyen. Admettons, pour faire un pas de plus, qu'un jugement esthétique qui juge de la beauté d'une œuvre doit être désintéressé, comme dit toute l'esthétique classique depuis Kant, lequel donc ne fait que reprendre Shaftesbury, Lessing, Moritz, etc. Cela ne décrit toutefois qu'une petite partie du processus de réception de cette œuvre. De même, on peut dire que, au moment de sa création, l'artiste ne doit pas se préoccuper de l'effet, comme le fait donc aussi Wilde, qu'il pourra obtenir, et qu'en ce sens, il est également désintéressé. Mais cette manière purement négative de décrire son expérience est clairement insuffisante pour nous en donner une image fidèle. Rappelons-nous, pour compliquer un peu les choses, que le désintéressement apparaît à un autre point de la doctrine kantienne. C'est en effet dans une caractéristique
de toute action humaine qui, pour être morale, cette fois-ci, pour servir le bien, doit être désintéressée. Si je rends service à mon prochain en escomptant un service en retour, ce n'est plus une action morale, c'est une négociation. L'intérêt, ce que veut dire le mot intérêt dans cette formule, équivaut donc ici à l'égoïsme. L'action désintéressée est celle qui a pu surmonter l'égoïsme. L'artiste créateur est en son tour incité à se libérer de cet intérêt pour lui-même, mais que peut-il mettre à sa place ? L'amour du beau, répondent les modernes, un amour calqué sur le pur amour de Dieu. Mais il est possible de formuler une hypothèse différente. Le grand art, dira-t-on alors, exige que, à la place de l'amour de soi, vienne une certaine forme d'amour du monde. Le monde est à entendre ici dans toute son ampleur, mais dans le cas de la littérature, il est clair qu'il s'agit avant tout du monde humain. Un romantique tardif, si je puis l'identifier ainsi, Rainer Maria Rilke, a trouvé des mots éloquents pour décrire cette obligation qu'éprouve l'artiste d'aimer le monde pour pouvoir créer son œuvre. Il le fait à l'automne 1907, il y a une petite centaine d'années, dans les lettres adressées de Paris à sa femme Clara, dans lesquelles il décrit la manière qu'il a acquis en lisant et contemplant des œuvres d'art, en lisant Flaubert et Baudelaire, en contemplant les œuvres de Rodin et de Cézanne. L'artiste, suggère-t-il, ne doit pas peindre ou décrire son amour, ses appréciations du monde. Cependant, il faut qu'il aime les choses pour pouvoir les comprendre et recréer. Il se produit alors ce qu'il appelle une consommation de l'amour dans la création. Le véritable artiste ne soumet pas le monde à ses goûts, mais se soumet à lui. Je cite une de ses formules, « Il n'est pas permis au créateur de se détourner d'aucune forme d'existence. » Pour évoquer ce pur amour, car c'est de cela qu'il s'agit, de l'artiste tourné non vers Dieu ni vers le beau abstrait, mais vers le monde autour de lui, Rilke trouve l'image la plus appropriée dans le personnage de Saint Julien l'Hospitalier, tel que l'a décrit Flaubert dans son conte. Et il écrit, je cite, « Se coucher aux côtés du lépreux, partager avec lui la chaleur de son propre corps, jusqu'à la chaleur des nuits d'amour, il faut que cela ait eu lieu quelques jours dans l'existence d'un artiste comme une victoire sur lui-même qui le conduit à une béatitude d'un genre nouveau. » Vous voyez que le vocabulaire religieux ici n'est pas non plus absent, mais il ne s'agit plus d'un amour, d'une abstraction, du beau, de Dieu, il s'agit du monde qu'il faut avoir aimé pour pouvoir le dire. Mais peut-on dire, si tout cela est impliqué dans la création artistique, que cet acte reste extérieur à toute idée du bien, donc de la morale. Maintenant, je vais arrêter ici, bien que il aurait fallu que je m'arrête plus tôt, mais je vais arrêter ici ce rappel de toutes sortes d'auteurs du passé pour me concentrer sur un seul auteur, qui est
la philosophe et romancière anglaise Iris Murdoch, qui a consacré une série de textes à cette même question, des textes rédigés dans les années 50, non, plutôt 60 et 70 du XXe siècle. Murdoch est décédée aujourd'hui depuis une vingtaine d'années. Au cours de cette période, elle entre en dialogue avec ses prédécesseurs et elle ne passe pas beaucoup de temps avec des petits... Elle ne fréquente pas le menu fretin. Elle dialogue avec Platon et Kant, c'est à peu près tout. Mais aussi avec Rilke, un peu, dont elle cite précisément les phrases que je viens de rappeler, ou plutôt les idées. Et voici une formulation maintenant qui vient de Murdoch dans un écrit qui date de 1959. Je cite, « L'art et la morale sont une seule et même chose. Leur essence est la même. L'essence commune aux deux est l'amour. L'amour est la prise de conscience extrêmement difficile du fait que quelque chose d'autre que soi-même est réel. L'amour, et donc l'art et la morale, consistent en la découverte de la réalité. » Fin de citation. Fin de citation, mais on n'en a pas fini, car ces propositions abruptes demandent évidemment quelques commentaires. Murdoch parle d'un fait psychologique fondamental à ses yeux, qu'est notre égocentrisme et l'égoïsme qui en découle, qui donc au fond n'est pas très différent du point de départ kantien, avec son idée de désintéressement. Nous pensons spontanément le centre du monde, chacun de nous, et la découverte inévitable que le monde extérieur existe indépendamment de nous, que nous ne sommes qu'une insignifiante poussière égarée dans le cosmos, nous est pénible. Pour nous protéger contre la souffrance causée par cette découverte, nous fabriquons ce qu'elle appelle un nuage de rêverie, un essaim de fantasmes dont une partie glorifie et console directement notre moi en nous rassurant sur notre qualité et vertu, et une autre nous protège indirectement en nous mettant en relation avec les fictions collectives qui constituent une société, les récits, les mythes, tout ce qu'une société considère comme vrai et juste. Ces pratiques sont si efficaces qu'elles nous permettent de contourner rapidement et facilement les obstacles que nous pourrions être tentés de dresser sur leur chemin, comme le savaient par exemple bien aussi les confesseurs catholiques, les idées de culpabilité et de châtiment qui pourraient paraître en apparence comme une façon d'accabler notre moi, ne sont la plupart du temps que l'instrument le plus subtil de l'ingéniosité de ce même moi, dit Murdoch. Mais le souci de soi n'est pas la seule force qui nous meut. Nous éprouvons en même temps une curiosité pour le monde qui nous entoure et plus spécifiquement un attrait pour les autres êtres humains sans lesquels nous ne pouvons ni exister ni trouver une quelconque satisfaction. Cet autre mouvement nous coûte puisqu'on néglige notre moi, mais en même temps il nous enrichit. Et l'une des formes que prend cette pulsion opposée à la préoccupation obsessionnelle avec notre moi, c'est précisément la création artistique. Pour produire une œuvre d'art, il faut accepter le monde,
une pratique qui commence par la tolérance, se poursuit dans l'attention et culmine dans l'amour. Un amour dépouillé du désir égoïste de possession. Cette exigence est particulièrement claire dans le cas du romancier et du peintre figuratif, mais même la production de la musique la plus abstraite exige attention, voire amour, pour les sons, les timbres, les tonalités, exige une humilité devant les contraintes que ceux-ci imposent, courage aussi, car il faut renoncer aux solutions faciles. Or, courage, humilité, amour sont autant d'actions morales. Tout est l'opposé donc à une certaine image romantique de l'artiste créateur qui voit son œuvre comme une expression de son moi. Murdoch postule que le grand art consiste en une évacuation du moi, à la place duquel s'introduit le monde qu'on a fini par découvrir. Ce qui fonde l'art, écrit-elle, est un respect aimant pour une réalité autre que soi-même. Le pire ennemi de l'artiste est la complaisance envers soi. Le bon romancier est celui dont les personnages sont irréductibles à lui-même, sont capables, au contraire, de se conduire comme s'ils étaient des sujets libres. C'est une idée commune à Bakhtin, par ailleurs, aussi. L'art, poursuit Murdoch, n'est pas une expression de la personnalité, c'est plutôt une expulsion continuelle du soi, de la matière dont on dispose. Le respect du monde permet le retrait du moi. Positivement, en se confrontant aux êtres qui habitent les œuvres de fiction, chacun de nous est invité à élargir son propre être. Si l'on reprend le terme employé par Kant dans la critique de la faculté de juger, pour décrire la capacité humaine d'avoir une pensée élargie, d'élargir sa pensée indéfiniment. Si l'œuvre d'art témoigne d'un effacement du moi du créateur au profit du monde, des autres êtres humains en particulier, ainsi que d'une incitation adressée aux consommateurs d'art, lecteurs, spectateurs ou auditeurs, à en faire autant, on voit déjà que l'art et le beau ne sont pas séparés de la morale. Dans les deux cas, on donne, pour parler comme Lévinas, sur soi une priorité à l'autre. La différence consiste en l'extension moindre de la morale, puisqu'elle ne concerne que les autres êtres humains, alors que l'art prend aussi comme objet la nature inanimée, le lac. L'artiste accomplit un acte moral en se dévouant à la connaissance et à la représentation du monde. L'art comme la morale sont désintéressés, donc, comme le disait Kant, mais on peut faire un pas de plus. Les deux impliquent que cette absence d'intérêt pour le moi soit compensée par un intérêt, voire un amour, pour les autres êtres humains et pour le reste du monde. Et ce n'est pas seulement le beau et le bien qui se trouvent ainsi indissolublement liés. La recherche de vérité est également engagée dans le même processus. Si je donne la préséance au monde sur le moi, je rends possible sa connaissance. En même temps, chercher la vérité est en soi un acte moral, puisque pour le faire, le moi a dû abandonner ses prérogatives. La vertu, en ce sens, repose sur le savoir. Elle ne découle pas du savoir, mais elle l'implique. La vérité à laquelle aspire l'art ne peut être mesurée par les mêmes instruments que nous utilisons pour évaluer le travail du physicien ou du biologiste, ni même l'historien,
car nous ne pouvons pas objectiver cette connaissance de la même manière. À côté de la vérité référentielle à laquelle se réfèrent les sciences, doit donc se placer la vérité de nature intersubjective, seule accessible à l'art et à la poésie, car en effet, seule l'adhésion d'autres êtres humains valide les visions de l'artiste. Critère empirique faible, disait aussi Kant, à peine suffisant et pourtant seul disponible. Comme disait Kant, c'est la communicabilité universelle de la sensation, l'unanimité aussi parfaite que possible de tous les temps et de tous les peuples concernant ce sentiment. Idéal évidemment jamais atteint, mais horizon vers lequel on peut se diriger. Mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile à mesurer que cette vérité n'existe pas. Reconnaître que les autres existent aussi pleinement que moi est à la fois un acte de connaissance, cela est vrai, et un acte moral, cela est bien. La grande œuvre témoigne de l'effort moral qui a été nécessaire pour qu'elle voie le jour et en même temps produit une connaissance. Murdoch écrit « La littérature en prose peut révéler un aspect du monde que ne peut révéler aucun autre art. La chose la plus importante que peut révéler le roman est que les autres gens existent. » L'horizon de l'écrivain n'est donc pas la sincérité, mais la vérité. Une démarche qui privilégie l'autre sur soi. Or, si l'on connaît vraiment l'autre, on n'est pas tenté de le réduire à un état de choses ou d'instrument. Autrement dit, on procède avec justice et compassion. La création artistique possède donc une dimension morale intrinsèque qui ne dépend pas du message plus ou moins vertueux que nous adresse l'œuvre, mais provient de l'exigence que l'auteur s'adresse à lui-même. Cette dimension peut rester inconsciente chez lui, il peut même nier explicitement sa présence, elle se trouve pourtant inscrite dans l'œuvre et les lecteurs, à leur tour, peuvent la retrouver. Certes, on peut donner priorité au monde sur soi et connaître le monde sans pour autant s'engager dans la production d'une œuvre d'art. Mais dans la vie quotidienne, les gestes d'amour, comme la recherche de vérité, sont entremêlés d'autres actions, y compris de promotion de soi et de mépris pour le reste du monde. L'amour même peut faiblir ou se teinter de convoitise. Le privilège de la science, c'est de ne se soumettre qu'à la recherche d'une meilleure connaissance, donc son horizon est la vérité. Le privilège de l'œuvre d'art est d'incarner cet élan à son tour en concentré, avec une densité qui manque au reste de la vie. C'est pourquoi l'art n'est pas une simple source de plaisir, ni seulement une agréable distraction, un divertissement. Murdoch écrit « Loin d'être un agrément divertissant, il représente pour l'espèce humaine le champ de sa plus grande clairvoyance. » Et la nature et la littérature, est de ce point de vue l'art le plus riche qui soit, car sa matière est formée des mots sans lesquels il n'est pas d'existence humaine. Au rebours de Platon, on dira que, loin d'en être affaibli, la poésie tire sa force du fait d'être une représentation, car lorsqu'elle est réussie, cette représentation présuppose l'amour du monde. Or, de cette vertu, car c'en est une, nous avons toujours besoin.
Maintenant, j'arrête ici la présentation de la pensée de Murdoch pour prendre un peu de distance par rapport à elle et constater d'abord que ce que les uns et les autres, depuis des siècles, appellent littérature, est évidemment fait d'œuvres innombrables, écrites avec des intentions les plus variées et conduisant à des expériences d'une diversité infinie. Pour cette raison, aucune définition, aucune description à l'aide d'un critère unique ne peut embrasser cette variété de manière satisfaisante. Et celle de Murdoch n'échappe pas à ce constat. Pourtant, me semble-t-il, et c'est la raison pour laquelle je vous en ai parlé, elle parvient à identifier un trait des œuvres littéraires que nous reconnaissons intuitivement comme central. Il faudrait ajouter aussitôt qu'il n'en a pas toujours été ainsi, ni dans toutes les traditions aujourd'hui même. Cette hypothèse correspond à une vision de l'art née à la Renaissance, renforcée au cours du XVIIIe siècle et partagée aujourd'hui par un certain type d'auteurs et de lecteurs, mais certainement pas par tous. De surcroît, il est clair que toutes les œuvres ne remplissent pas les critères ainsi formulés au même degré. Vous avez peut-être remarqué que pour présenter les vues de Murdoch, j'ai été amené à sa suite à accompagner les substantifs art, littérature ou poésie par des adjectifs comme grand, le meilleur, le bon, etc., l'authentique. Si nous voulions maintenir donc l'hypothèse générale, il faut exclure du domaine de l'art certaines pratiques qui lui sont communément associées, ou admettre que certaines œuvres ou genres d'œuvres se rapprochent de cet idéal plus que d'autres, qu'ils ne révèlent pas au même degré toutes et tous la vérité du monde, ne témoignent pas tous du même amour du réel qui permettrait l'effacement de l'ego devant l'altérité. Je laisse de côté cette question qui mériterait évidemment de bien plus ample développement pour consacrer les minutes qui me restent à une question connexe à celle-ci, à savoir pour affirmer qu'à plus forte raison, il est impossible de conclure de la vérité ou la vertu d'une œuvre à celle d'un auteur ou de ses lecteurs. J'insiste là-dessus. L'expérience que je tente de saisir et d'écrire ici est uniquement celle qui est inscrite dans l'œuvre même et non pas dans le vécu d'un individu. En effet, si l'on pose qu'une grande œuvre constitue en elle-même un acte moral, il ne s'ensuit nullement que l'écrivain qui l'a créé est un être vertueux. Une telle déduction est impossible car l'individu ne constitue pas un bloc monolithique, mais plutôt une scène sur laquelle il joue divers rôles, simultanément ou successivement. Nous qualifions souvent la prestation d'un acteur comme particulièrement véridique, authentique, juste ou remarquablement révélatrice des profondeurs de l'être humain. Nous savons bien en même temps que le spectacle, une fois terminé, l'acteur sort de son rôle sur scène et entre dans celui de compagnon de beuverie, de père excédé par ses enfants, d'amante capricieuse. Et nous ne nous étonnons pas de ne pas retrouver dans sa vie quotidienne les qualités que révélait sa performance scénique. Or, de ce point de vue, je propose de penser
que l'écrivain n'est guère différent du comédien. Comme lui, il se voue entièrement à la recherche de vérité au cours de sa création. Comme lui, il nous donne l'exemple d'un amour total pour le réel qui le lui fait préférer à son moi. Il ne se joue pas lui-même dans tous les rôles qu'il joue, sinon c'est un piètre acteur. Mais, une fois sorti de ce rôle, il peut être d'autant plus égoïste avec ses proches qu'il a l'impression d'avoir déjà satisfait aux exigences de générosité. Comme le remarque Murdoch, en matière de morale, nous sommes des créatures cloisonnées. Être méritant dans un domaine ne semble pas une garantie qu'on le soit dans un autre. Le bon artiste n'est pas forcément un homme sage à la maison, et le gardien d'un camp de concentration peut être un père aimable. Le créateur donne son maximum dans l'œuvre qu'il produit. Il ne faut pas chercher la même intensité dans le reste de son existence. L'humanité qui émane des tableaux de Rembrandt ne se retrouve pas dans les relations du peintre avec ses maîtresses. Cette disparité se produit fréquemment à l'intérieur même de l'œuvre. Le message que produit la qualité d'exécution dépasse ou contredit celui que l'auteur met délibérément dans la bouche de ses personnages. La relation est encore plus problématique, s'il c'était possible, entre la vertu de l'œuvre et celle de ses lecteurs. Or, au cours des dernières décennies, plusieurs auteurs américains, auxquels Jean-Charles faisait allusion tout à l'heure, ont voulu attirer l'attention vers les rapports entre art et morale et défendre la pertinence d'une critique éthique, mais ce faisant, ils ont parfois imprudemment franchi la frontière entre l'œuvre et les effets qu'elle produit sur les lecteurs. Wayne Booth affirme par exemple qu'en lisant, nous sommes inévitablement pris dans une activité éthique, que l'acte même de lire est une activité éthique. Martha Nussbaum écrit que notre attention pour les personnages sera en elle-même, si nous lisons bien, un grand cas d'attention morale. D'après Noël Carroll, lire un roman est généralement en soi une activité morale. Cette transition, à vrai dire, dépend beaucoup trop de la condition désignée par cette incise dans la phrase de Martha Nussbaum que je viens de lire, « si nous lisons bien ». En fait, tout est là. Si nous lisons bien, mais nous pouvons aussi ne pas lire bien. Donc, ce n'est pas la lecture qui est en elle-même une action morale. L'amélioration morale des lecteurs n'a rien d'automatique. Tout d'abord parce que tous les livres, ou même tous les romans, sont loin de témoigner d'une vertu déployée au moment de leur écriture. Un grand nombre parmi eux révèlent plutôt ce qu'on a pu appeler l'archétexte manichéen, celui qui fait fusionner l'opposition entre bien et mal avec celle entre nous et les autres. Si l'action des livres, d'autre part, était aussi automatique que le supposent les partisans de la critique éthique, il faudrait prévoir que ces œuvres-là, les œuvres manichéennes, pour aller vite, produisent au moins autant d'effets néfastes que d'effets bénéfiques, sinon plus. Et enfin, il faudrait admettre que même les meilleurs livres peuvent être l'objet d'une lecture paresseuse ou indifférente ou perverse qui empêche toute amélioration morale de leur lecteur. On peut même se demander si la vertu éprouvée par sympathie au cours de la lecture
ne dispense pas parfois le lecteur du besoin d'incarner cette même vertu une fois le livre fermé. C'est l'hypothèse à laquelle adhère Rousseau dans la lettre d'Alembert, où il suggère que le jugement moral est certes inhérent à l'homme, mais que l'égoïsme l'est aussi, et que l'égoïsme en conflit avec le sens moral l'emporte toujours. Donc, une phrase de Rousseau qui aurait pu être écrite par La Rochefoucauld dit « Le cœur de l'homme est toujours droit sur tout ce qui ne se rapporte pas personnellement à lui. » Et une autre « Nous sommes tous capables de supporter les malheurs d'autrui. » Oui, mais donc, en allant au théâtre, on n'a aucun mal à vibrer vertueusement, mais cela n'a aucune incidence sur le reste de notre comportement. Au contraire, l'une des expériences nous dispense de l'autre. En donnant des pleurs à ces fictions, écrit Rousseau, nous avons satisfait à tous les droits de l'humanité sans avoir plus rien à mettre du nôtre. Le spectateur est bien content de lui, il s'est acquitté de son devoir, il est attendri par sa générosité, par son courage, par toutes les vertus qu'il a vécues par identification, mais pas plus que le comédien qui joue sur scène, il n'éprouve l'obligation de continuer d'en faire autant une fois le spectacle terminé. Lui aussi a joué un rôle. La thèse de Murdoch, et je m'arrêterai ici, demande donc à être encadrée par une série de restrictions et de limitations. L'acte artistique est effectivement un acte éthique et un acte de connaissance, mais ce qui est vrai de l'œuvre ne l'est pas nécessairement de la personne de son auteur ou de son lecteur. Certains genres littéraires ou artistiques favorisent cet acte plus que d'autres. Et enfin, toutes les œuvres sont loin de satisfaire à cette exigence au même degré, certains la rejetant même délibérément. Nous n'avons donc pas affaire ici à un point de vue purement descriptif, mais à une base hypothétique sur laquelle reposent les jugements de valeur nous permettant d'identifier les grandes œuvres. De ce même point de vue, si on adopte cette perspective, il ne convient pas de pratiquer une critique purement historique ou réaliste, évémériste, on aurait dit dans l'Antiquité, qui se soucierait de la véracité de l'œuvre, une autre strictement éthique qui mesurerait sa moralité, et une troisième concernée par sa seule perfection formelle. Comme le dit Murdoch, la relation de l'art à la vérité et au bien doit être la préoccupation fondamentale de toute critique sérieuse de l'art. La beauté ne peut être discutée en elle-même. En ce sens, il n'existe pas de point de vue purement esthétique. Fin de citation. La critique littéraire, donc, puisque c'est d'elle qu'on devait parler, n'a qu'un seul horizon qui lui soit propre, celui d'élucider le sens de l'œuvre, mais ce sens convoque simultanément les dimensions cognitives, éthiques et esthétiques du texte. En somme, la critique n'a pas besoin d'être qualifiée par un adjectif. Il lui suffit d'être vraiment critique. Et c'est tout. Merci, Pierre Stéphane Todorov, pour ce
cette très belle mise en perspective qui a permis de traverser au fond à la fois les grandes orientations de la pensée, et aussi alors en aboutissant à des textes peu connus effectivement qui nous permettent en retour de jeter un regard critique sur une certaine critique et aussi sur certaines dichotomies aussi instaurées de façon un peu spontanée, un peu paresseuse par notre esprit en ce qui concerne les rapports entre éthique et littérature. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions, donc je cède immédiatement la parole à la salle. Merci beaucoup. Je voulais simplement demander, est-ce qu'une œuvre qui serait écrite dans la perspective de la haine du monde pourrait être une vraie œuvre d'art? Écrite en haine de... Eh bien, encore une fois, si je comprends bien Murdoch, et dans la mesure où je partage ce point de vue, ce n'est pas le message de l'œuvre qui en fait la grandeur sur un plan éthique, mais sa qualité. Car c'est ce qui a été nécessaire pour créer l'œuvre qui est ce qui en fait le prix. Ce qui en fait le prix. Alors, votre question peut s'entendre de deux manières. Si l'artiste, enfin l'auteur, n'a pu se libérer d'une haine du monde, bien je dirais que l'œuvre qu'il a produite n'a aucun intérêt, puisqu'il n'a rien à nous dire. C'est une œuvre insignifiante. Donc elle va mourir d'elle-même. Mais il se peut que l'artiste nous transmette un message explicite de haine du monde, mais que son œuvre témoigne du contraire, témoigne d'une imprégnation, d'une ouverture au monde pour pouvoir le recréer et nous le faire vivre et le faire vivre, et pour pouvoir nous dire avec toute la force de l'art qu'il faut haïr le monde. À ce moment, il y a une contradiction entre, comme on disait naguère, si vous me permettez ce retour, le sens de l'énonciation et le sens de l'énoncé. C'est-à-dire de ce qu'il a fallu convoquer pour que l'œuvre puisse exister et nous séduire et nous impressionner, et ce que dit le texte. Mais ces exemples sont même assez courants. On peut en trouver facilement. Je ne veux pas boucher la discussion en donnant les exemples auxquels je peux penser, mais ça me paraît très facile. Le message nihiliste, de désespéré, de refus suicidaire, etc. Enfin, tout cela, on trouve de textes magnifiques, d'une certaine façon, par ailleurs, qui disent cela, et où de cette manière, il y a un message beaucoup plus complexe qui nous est envoyé, enfin que le lecteur ou le spectateur reçoit, puisque la haine et l'amour, il les reçoit en même temps, l'un à travers l'autre. Oui. Dans tout ce que tu as dit, finalement, ça supposé, il y a la supposition que la littérature est fonction d'un certain pli, c'est-à-dire qu'elle est pliée à ce pli, et le pli,
c'est ce que tu as développé, le pli du moi, de l'ego et du monde, c'est-à-dire le pli de l'intérieur avec l'extérieur. D'où l'idée d'un effacement, d'un épuisement, d'une vacuité de l'ego, du moi, au profit de l'altérité. Mais est-ce que l'écriture littéraire se réduit à ce pli sur lequel on peut embrayer la question morale, ou plus exactement la critique éthique? Voilà la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, justement, non pas à l'extérieur de l'intérieur, du moi intérieur, est-ce que l'altérité ou l'autre, est-ce qu'il est à l'extérieur du moi ou justement à l'intérieur de lui? Si on conçoit que l'intérieur soit à l'extérieur d'un certain dedans qui constituerait peut-être même un autre moi et un autre pli avec ce dedans, avec le dehors, on ne peut plus considérer la littérature comme tu l'as fait dans un simple rapport au monde social, au monde extérieur. Car la littérature à ce moment-là se transformerait et traduirait non plus le monde social selon des critères éthiques, mais essaierait de traduire un monde souterrain, un monde, le monde de ce que Dostoïevski appelait le sous-sol, ou Kafka le terrier. Il y a donc un autre monde souterrain qui est en quelque sorte récupéré par la surface et la scène que constituent l'intérieur et l'extérieur. Donc quelque chose qui est laissé de côté, qui est laissé inabordable par une moralisation justement une moralisation du moi et de son rapport aux autres. Mais c'est très beau tout ça. C'est très beau, mais je pense qu'il y a un moyen de surmonter cette objection qui est fondamentale. C'est vrai que Murdoch, dont je me suis beaucoup servi, ne problématise pas le moi et le monde. Elle en parle un peu comme Platon, comme si ça allait de soi, comme si c'était des concepts qui ne méritent pas d'être analysés ni mis en question. Il se trouve que ce n'est pas mon cas et que, à cet égard, je n'adhère pas exactement à ce qu'elle dit. Mais je ne suis pas sûr d'adhérer pour autant à cette autre description. Voilà, je vais essayer de dire ça le plus clairement possible. Au fond, moi, personnellement, je ne crois pas à un moi qui serait autre chose qu'une relation aux autres. Il n'y a pas pour moi, pardon d'employer moi dans les deux sens, je ne vais pas dire pour moi, c'est clair que c'est pour moi, il n'y a pas d'opposition entre intérieur et extérieur. C'est une continuité et nous sommes faits de notre interaction avec les autres. Et tout ce que nous trouvons en nous, nous le trouvons en même temps à l'extérieur de nous et réciproquement. Donc, posons cela au départ, si on veut bien, mais pour autant, est-ce que cela enlève toute dimension éthique à notre quête? Eh bien, je ne crois pas, parce que justement, je pense que
cette découverte de l'être entièrement fait de ses interactions avec les autres est un acte éthique en lui-même. J'ai trouvé une formulation qui me touche beaucoup chez Goethe. Goethe, à la fin de sa vie, est comme obsédé par tout ce qu'il doit aux autres, mais doit pas seulement au sens où quelqu'un lui aurait appris quelque chose, mais doit au sens où il n'a jamais existé que dans son interaction avec d'autres êtres humains, et il a été fait et transformé par eux. Et au moment où il va mourir, c'est-à-dire à quelques jours seulement de sa mort, il écrit une lettre notamment à Humboldt dans laquelle il formule comme une sorte de conception de l'immortalité, puisque nous ne sommes qu'un relais dans la chaîne humaine et que nous ne sommes que mémoire et que nous nous transmettrons à la mémoire des autres. Et je dirais qu'il en va ainsi de l'inconscient. L'inconscient n'est rien d'autre que cette interaction avec les autres. Et donc l'écrivain, pour revenir à des choses plus proches du sujet, l'écrivain, il y a quand même une opposition entre cet écrivain qui cherche à dire son terrier en des termes tels que les autres peuvent s'y reconnaître aussi, donc à affirmer cette continuité entre soi et autrui, et ceux qui, au contraire, ne voient aucun lien, aucun point commun entre l'un et l'autre, et qui en somme s'enferment dans leur soi non communicant. Mais je crois que ceci n'est qu'une vue de l'esprit, puisque dès l'instant où on se meut dans le langage, qu'on se sert de mots, on est dans l'adresse à autrui, puisque les mots ne nous appartiennent pas en propre. Donc, je vois bien qu'il est nécessaire de compliquer cette image de l'intérieur et de l'extérieur, telle que l'a dit Murdoch, mais je crois qu'il est possible de sauver, si c'est ça le terme qui convient, de sauver la dimension éthique de cet acte qu'accomplit la littérature. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est un sujet un peu compliqué. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez parlé du rapport entre la littérature et la morale, et en précisant qu'il y a surtout certains genres, par exemple le cas du roman, puisque quand même Irit Murdoch est aussi romancière, qui sont plus adaptes à chercher à conduire une exploration morale. Et donc, oui, la littérature, le roman, son morale peuvent conduire à l'exploration de la morale. Mais quelle est la différence pour vous entre le type de recherche qui conduit les philosophes moraux et le type de recherche morale qui conduit, par exemple, un romancier? J'ai pensé, par exemple, au romancier Milan Kundera qui dit que la différence principale entre le roman et la philosophie est que le roman s'occupe d'explorer des thèmes essentiels de l'existence,
dans une optique, par une perspective toujours hypothétique, ludique, relative, alors que la philosophie se caractérise pour l'analyse systématique des mêmes questions. Donc, d'un côté, une analyse systématique, on peut dire, et du côté du roman, une analyse qui est toujours offerte comme une hypothèse qui ne peut pas trouver une vraie solution. Et donc, dans ce cas-là, vous pensez plus ou moins que la différence est similaire, c'est-à-dire le romancier peut offrir un message toujours relatif de la morale, alors que les philosophes qui gardent cette même attitude, c'est-à-dire de renoncer au propre moi, de la découverte du monde, mais dans le cas du philosophe, l'exploration cherche une solution objective. Oui, je vois ces textes de Kundera, effectivement, mais je pense que on a toujours beaucoup de difficultés, en fait, à préciser cette spécificité littéraire. Parce que si on dit que l'œuvre, que le romancier est toujours hypothétique, dans la mesure où, comme disait Philip Sidney, quelques siècles plus tôt, « The poet never affirmeth », le poète n'affirme jamais, puisque le texte littéraire ne se présente pas comme la construction d'une thèse discursive. N'est-ce pas? C'est un peu ce que vous dites, ce que dit Kundera. Oui, c'est une banalité, mais enfin, c'est pas grave. Il dit c'est la forme qui parle, ce n'est pas le contenu, et la forme... Oui, c'est la forme qui n'est pas une forme d'affirmation systématique. Mais, vous savez, les philosophes aussi peuvent pratiquer ce discours. Souvent, ils le font. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des historiens de la philosophie et des commentateurs de la philosophie qui ne cessent de se pencher sur leurs textes et produisent année après année des interprétations. D'autre part, il y a des écrivains dont l'affirmation narrative n'est pas totalement ouverte. L'œuvre d'art n'est pas toujours une œuvre ouverte, comme on disait aussi. Elle circonscrit un certain nombre d'interprétations, mais elle ne peut pas être interprétée dans tous les sens. Enfin, prenez, je ne sais pas moi, Dickens ou Stendhal, etc. Il y a certaines... les interprétations d'une œuvre narrative forment une famille, malgré tout, comme d'une œuvre philosophique. Donc, au fond, je ne suis pas sûr que là, il y ait une différence tout à fait facile à tracer à cet égard. Bien sûr, un discours qui se présente comme un système est beaucoup plus facile à non pas à interpréter, mais à construire. Et donc, le discours systématique, que ce soit un discours scientifique ou, en l'occurrence, un discours de philosophie morale, on saura plus rapidement quelles sont les thèses de Martha Nussbaum que quelles sont les thèses de Henry James. Ça, c'est évident. Mais, pour autant, est-ce que ce qu'ils ont à nous dire est vraiment très différent? Je suis moins convaincu. Est-ce que le philosophe, à condition qu'il soit un peu subtil et pas arriver avec des gros sabots, ne peut pas transmettre un message aussi nuancé que le romancier? Je n'en suis pas sûr. Donc,
j'ai un peu du mal à formuler en des termes bien tranchés cette différence, tout en admettant naturellement que nous sentons bien sûr que le romancier n'affirme pas de la même manière, ne donne pas des thèses, il n'écrit pas un catéchisme, il n'écrit pas une leçon de morale, mais il se trouve que les philosophes ne le font pas toujours non plus. Donc, voilà, c'est un peu relatif. J'ajouterai peut-être petite question. En écoutant vos analyses, Tsvetan, du texte de Murdoch, j'ai pensé à une catégorie qui est à nouveau l'objet d'interrogations, d'un certain travail, dans le sillage notamment de philosophes comme Pierre Hadot, et qui me semble féconde pour un certain type d'expérience esthétique, et celle d'exercice spirituel. Au fond, Pierre Hadot ne dit pas que la littérature relève de l'exercice spirituel, c'est pas du tout ça, mais que, ce qu'il suggère, c'est que la littérature, ou l'expérience littéraire, dans cette expérience de l'altérité précisément, du dépassement, de l'enfermement dans une subjectivité, ressemble ou rejoue peut-être sur une autre scène ce que la philosophie antique attendait de la pratique de la philosophie, et non pas d'une activité purement théorétique, mais d'une transformation de soi. Cette approche, à condition évidemment de tenir compte de la singularité à chaque fois des textes, on n'est pas du tout dans une parénétique philosophique où on sait ce vers quoi l'on va. Le lecteur ne sait pas exactement ce vers quoi il va. Est-ce que ça ne vous permet pas peut-être, est-ce que c'est pas un concept qui est utile pour dire ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que la dimension éthique, cognitive et esthétique ne sont jamais pures, en quelque sorte. On est dans l'impur. Nous ne goûtons rien de pur, comme disait Montaigne, que vous avez si abondamment étudié. Et que, au fond, l'exercice est dans cette impureté même, en fait, dans ce travail non délimitable, non délimité, qui fait que l'entreprise de l'ethical theory peut paraître parfois un peu naïf dans la mesure où il pense, par exemple, poetic justice, qu'on peut humaniser les juges en leur apprenant à lire. On en a parlé justement la semaine dernière dans un colloque sur droit et littérature, ou qu'on peut, c'est-à-dire une façon de réinstrumentaliser la littérature un petit peu au mépris de ce travail d'exercice et d'impureté. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, tout à fait. Non, mais je suis très sensible à tout ça. Je pense à un autre exemple qui est très parlant, comme ça, éloquent, qui se trouvait dans le discours de prix Nobel de Joseph Brodsky. Et Brodsky disait quelqu'un qui lit de la poésie ne peut pas vraiment être un mauvais homme. Il faudrait obliger tous les dictateurs, il faudrait obliger tous les hommes politiques pour qu'ils ne deviennent pas dictateurs, de lire du Dickens et du Victor Hugo, je ne sais pas, des grands romanciers. Parce que le roman, par sa richesse, par son introduction à la pluralité humaine, etc., nous éduque. Et c'est un peu aussi ce que sous-entend Martha Nussbaum, souvent, pas toujours, elle est parfois un peu ambiguë sur ce point, mais enfin souvent ces textes sont comme ça, ça peut devenir un moyen d'éducation pour peu que les gens acceptaient de lire. Et malheureusement, je pense qu'on peut vraiment beaucoup lire et rester une très vilaine personne. Et j'ai lu, il n'y a pas longtemps, une biographie du jeune Staline. Je ne sais pas si ça vous est pas tombé entre les mains. Il y a une biographie passionnante du jeune Staline.
Eh bien, Staline avait comme auteur préféré, tenez-vous bien, c'était pas Saint-Just, c'était Victor Hugo et Tchekhov. C'est épouvantable, non? Comme effet bénéfique de la littérature. Donc, je dirais que exactement l'idée d'exercice spirituel est la bienvenue, mais c'est une activité, une attitude adoptée par le lecteur. Le texte littéraire se prête en fait admirablement à cet exercice, mais il s'y prête. Il n'induit pas automatiquement les résultats. La lecture pure et simple n'est pas en elle-même un exercice spirituel. En revanche, un roman riche, et des gens comme Nussbaum ou Richard Rorty aussi ont fait des commentaires très éclairants, parlaient de Proust, mais justement, c'est Rorty qui, dans ce texte que je cite dans la littérature en péril, parle de Proust et James comme exercice spirituel. Donc il abonde complètement dans votre sens. Donc avec cette seule, et je suis tout à fait d'accord, mais avec cette seule réserve, que ce n'est pas toute lecture qu'il est, que c'est un type de lecture dans laquelle on doit s'engager et se dire que les êtres humains que je découvre dans l'œuvre que je lis, eh bien, je dois pouvoir la sympathie, l'empathie que je vis à leur égard, je devrais pouvoir la vivre dans ma vie quotidienne aussi. Au fond, établir une sorte de continuité entre ces deux mondes. Et à cet égard, oui, toute la pratique d'exercice spirituel redevient d'actualité. Y a-t-il une dernière question avant de nous séparer? Non? Donc, il ne me reste qu'à remercier très chaleureusement Tsvetan Todorov pour cette magnifique séance. Eh bien, c'est moi. Merci à vous.